Retour sur le plateau de Bistro Liberté. J'espère que vous avez été regarder la rubrique Don de TV Liberté pour faire vivre la chaîne, pour faire vivre votre émission. On va poursuivre notre fièvre du samedi soir. Hein, Staying Alive. Hein. Non, ça vous fait pas ça. Si, vous avez une ah, vous étiez trop jeune. Et on va regarder. On va regarder d'ailleurs un mariage remarquable parce qu'on vient d'apprendre quand même au moment où nous tournons qu'il y a un mariage entre Bayrou et Macron. Ça va nous permettre de parler de Macron. Regardons le sujet. Macron, colonisation, approximation et explosion. Comme tout produit marketing, Emmanuel Macron a obtenu un lancement de campagne puissant et réussi. Il a rapidement gagné sa place à la une, ou mieux, en tête de gondole. Mais après les premiers succès, le produit Macron peine à plaire dans la durée. Ses récents propos lors de son voyage en Algérie ont suscité un grand malaise. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Tout le monde a en tête sa quasi-hystérie dans les meetings qui vont jusqu'à choquer ses propres militants. Regardez bien. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Macron est-il au bord de l'explosion? Avant de donner la parole à notre invité, Charlotte Dornelas, vous aimez beaucoup Macron, vous pourriez être son héroïne, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez quelque chose sur Macron, explosion, approximation, colonisation? Mais je pense que l'histoire de la colonisation, en tout cas, a illustré exactement ce qu'il était. C'est-à-dire que ça faisait quelque temps que Macron, c'est un produit marketing, vous l'avez dit, mais je pense qu'il conçoit sa campagne électorale et donc son rôle politique comme une campagne de pub, en fait. Donc il va aller parler exactement aux gens qu'il a en face de lui au moment où il est là. Donc il va parler au Figaro, il va dire, parce qu'avant d'avoir dit ça sur la colonisation, il avait quand même dit que oui, il y avait eu des choses atroces dans la colonisation, mais que c'était avant tout une œuvre civilisatrice. Donc il dit ça au lecteur du Figaro. Quelque temps plus tard, il est dans l'éloge de Bouteflika, et donc là, il fait ses révérences en rajoutant des caisses en Algérie, ce qu'ont fait à peu près tous ses prédécesseurs, mais lui, évidemment, il le fait encore un peu plus, je sais pas, la fougue de la jeunesse, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça faisait quelque temps quand même que c'est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de gauche, qui est identifié comme un candidat de gauche. Et il avait parlé, il avait été aux fêtes de Jeanne d'Arc, il avait parlé de Louis XVI, il avait dit, dans le cadre de l'Assemblée nationale, le problème de la France, c'est qu'elle a coupé la tête de son roi. Il va chez Philippe de Villiers, il dit, le Puy du Fou, c'est merveilleux. Ça commençait à faire beaucoup, ça coinçait quand même un peu à gauche. Il s'est dit, il n'y a pas de problème, je vais partir sur la gauche en Algérie. Il fait cette sortie-là. Le problème, c'est que dans l'idéologie de gauche, en fait, il va jusqu'au bout de leur idéologie. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel le principe de non-contradiction ne s'applique pas. Sauf que le problème, c'est que Macron a été tellement loin qu'il est rattrapé directement par la réalité. Ce qui arrive à la gauche par ailleurs, mais ça fait 50 ans que ça dure, donc il était temps que ça lui arrive. Macron, ça va beaucoup plus vite parce qu'il va beaucoup plus loin. Et donc tout à coup, dans la réalité, son schéma explose parce que le principe de non-contradiction, lui, s'applique et que tout à coup, les lecteurs du Figaro, avec le monde merveilleux d'Internet que Emmanuel Macron a sans doute oublié, ils ont aussi accès à l'interview qui est donnée dans l'éloge de Bouteflika. Et donc effectivement, il a un côté un peu très séducteur, il sait exactement à qui il s'adresse, ce qu'il faut dire. Mais le problème majeur, c'est qu'il se présente aujourd'hui pour diriger la France et que je pense que c'est l'archétype du personnage qui la nie. C'est même pas qu'il la considère pas, qu'il ne la connaît pas, parce qu'on se dit pour diriger la France, il faut la connaître un minimum. C'est même pas qu'il ne la connaît pas, c'est qu'il la nie. Et il va jusqu'à dire il n'y a pas de culture française. Alors il dit ça, je sais plus où. Hier soir, il était à Londres, il dit je n'ai pas souvenir d'avoir vu de mes yeux un art français. Le mec, il est candidat à la présidence de la République française, il dit « Je n'ai pas souvenir d'avoir connu un art français ». Mais il faut l'interner, quoi. Voilà. Mais donc voilà, ma conclusion, c'est simplement qu'il est séducteur à droite, à gauche en permanence. C'est pas qu'il n'a pas de programme, c'est qu'il ne peut pas livrer son programme qui est celui, en fait, de tout son parcours. Donc, qui est un programme très financier, enfin, celui du grand capital, pour le coup, mais qui se lie très bien avec le libertarien. En fait, il fait un peu c'est l'illustration parfaite de tout ce que vous dénoncez. Alors, Charles Robin, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'avez compris? Je ne peux pas dire mieux que ce qui vient d'être dit. Je vais juste reformuler à ma sauce.
Donc Macron est le symbole de ce que moi j'identifie comme étant l'américanisation de la vie politique française. C'est-à-dire que c'est un authentique libéral conséquent, avec tout ce que ça peut impliquer de contradictions internes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, par exemple, qui va être sur un logiciel droit de l'homiste, qui va donc dénoncer la colonisation comme étant un crime contre l'humanité, tout en oubliant que la colonisation telle qu'elle s'est déployée historiquement a d'abord été le fait de la gauche, au nom du devoir des civilisations supérieures d'éduquer les civilisations inférieures. Ce qui d'ailleurs lui permet d'occulter le fait qu'actuellement la colonisation... Anachronisme, Charles Orbin. Aujourd'hui, qui est-ce qui gueule? C'est la droite, concrètement. Après ces déclarations, c'est la droite qui gueule. Donc anachronisme. Oui, bien sûr que c'est la gauche, bien sûr que c'est Jules Ferry. Mais le vendre aujourd'hui comme ça, c'est un peu un anachronisme. Ah non, mais j'entends ce que vous dites, mais il faut revenir sur l'histoire, il faut regarder l'histoire telle qu'elle a eu lieu. Okay, on peut. Et historiquement, c'est la gauche de Jules Ferry qui a fait la colonisation, au nom des droits de l'homme, précisément, au nom du devoir des civilisations supérieures. C'est la gauche qui était nationaliste. Bien sûr, attendez, j'ai pas terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus au nom du devoir des civilisations supérieures qu'on va justifier la colonisation, mais c'est tout comme. C'est au nom du devoir d'ingérence humanitaire, au nom duquel on va intervenir dans les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, pour expliquer au peuple comment il doit penser, pour expliquer au peuple que le modèle c'est la démocratie, et que si on élit quelqu'un comme Bachar al-Assad, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était la démocratie. Donc on va éduquer ces peuples pour comprendre ce qu'est leur intérêt, c'est un peu plus compliqué, tout en nourrissant à la fois la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire que lorsqu'on s'aperçoit qu'en armant les rebelles, on favorise l'islamisme, on va pouvoir intervenir du coup non plus au nom de la lutte contre la dictature mais au nom de la lutte contre le terrorisme. Dans tous les cas on est gagnant et on peut avoir le contrôle des zones pétrolifères. Donc dans tous les cas l'Occident s'en sort et ce que fait Macron, ça illustre complètement la schizophrénie gauchiste, c'est-à-dire la schizophrénie libérale, à savoir la dénonciation à travers la culture de la repentance de la colonisation française en Algérie, tout en légitimant au nom du logiciel des droits de l'homme la colonisation actuelle dans les pays du Moyen-Orient. Mais juste revenir sur les termes qu'il a employés. Il a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Déjà, c'est absurde parce que ça n'est pas vrai. Mais c'est surtout qu'au-delà de ça, la colonisation n'a pas été un crime contre l'humanité, mais n'a pas été un crime tout court. Peu importe quelles aient été les intentions qui étaient au départ, la conquête de ce qui n'était pas l'Algérie quand même à l'époque, c'est faite dans le sang, ça c'est indéniable. Mais il n'empêche qu'à la fin, c'est une population qui a été multipliée par 10. C'est des enfants qui allaient à l'école, c'est des enfants qui étaient soignés. Et c'est tout ça aussi la colonisation. Écoles, hôpitaux. C'est ça aussi la colonisation. Mais ce que je veux dire, c'est que Macron, on lui a dit, mais vous vous rendez compte, comme vous avez insulté les pieds noirs, ce qui est parfaitement vrai, il faut vous excuser auprès des pieds noirs. Et même dans notre famille politique, c'est ce qui a été demandé à la télévision. On a vu des pieds noirs qu'on dit, il nous doit des excuses. Mais c'est aussi une erreur. Les pieds noirs n'ont jamais été un peuple. C'est au peuple français qui doit non seulement des excuses, mais c'est surtout qu'on doit au peuple français la vérité sur son histoire. C'est surtout ça le fond du débat, c'est qu'on se perd dans des débats annexes. Macron, colonisation, approximation, exagération. Alors, première chose pour clore un peu le débat sur la colonisation, si la colonisation est un crime contre l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, de tous les peuples à toute époque, est un long crime contre l'humanité. Parce que tous les peuples ont plus ou moins envahi les uns les autres, occupé, fait des horreurs, des barbaries et tout ça. Alors voilà, je pense que la colonisation, dire que la colonisation en pensant qu'à la France, c'est un crime contre l'humanité, c'est déjà une aberration. Ensuite, une chose qu'on ne dit pas sur Macron, mais lui le dit, mais personne ne l'écoute, il n'a jamais été un militant politique. Ce n'est pas un monsieur Robin, un monsieur Randa, un monsieur d'autres qui ont été des militants politiques, monsieur Bill peut-être. On ne se souvient plus donc, du vieux. Donc lui, il n'a pas l'habitude il a un logiciel nouveau, il est un homme de ce 21e siècle, parfait, il a un logiciel 2.0 où les mots n'ont aucune importance, il n'a aucune culture historique. Donc lui, il va d'abord, le crime contre l'humanité, c'est quand même une expression qu'on entend beaucoup depuis 70 ans. Donc c'est répété sans arrêt. Chaque jour, on parle de crimes contre l'humanité. Enfin, on parle surtout d'un. Et pour lui, c'est une expression normale qu'on ressort n'importe quand, n'importe où, comme la lutte contre le fascisme, contre le droit des minorités. Enfin, tout ça, c'est son logiciel. Et un logiciel qui bug, on le répare. Donc lui, son logiciel, à chaque fois qu'il fait une bourde, hop, il dit le contraire parce qu'il le répare automatiquement.
et tout ça n'a aucune importance pour lui, c'est du vocabulaire. Et qui plus est, il va dire ça à Alger, devant des responsables politiques qui font chanter la France régulièrement pour obtenir des visas, oui, mais des avantages, il faut avoir une culture des politique avantages et historique pour diplomatiques voir et financiers. Voilà. les choses. Et Macron, c'est pas évidemment, ne demande pas au Premier ministre algérien, lui, de s'excuser pour les harkis torturés et massacrés, pour les cimetières profanés et pour les pieds noirs lésés et spoliés. Voilà, ça, évidemment, il ne le demande pas. Pour en revenir juste à Macron... Effectivement, ça me surprend parce que j'ai demandé à Charlotte Dornelas si c'était pas un peu une forme de héros parce que il s'est prononcé sur le fait que les jeunes, les personnes qui avaient manifesté lors de la manif pour tous avaient été humiliées. Donc je pensais que c'est un terme qui est faux. Ceux de la manif pour tous ont été éventuellement méprisés parce que 1 400 000 personnes dans la rue. Non, méprisés mais pas humiliés. Mais il était au gouvernement en plus, Macron. C'est ça qui est marrant. Il se présente tout frais, tout beau. Il est Frémont Macron. On l'a déjà fait 10 fois. Mais mais c'est pas grave, ça fait surtout, il est comptable du bilan présidentiel calamiteux de Hollande. Il est parti beaucoup trop tard pour ne pas en être comptable. 2 ans chez Hollande, quand même. Non, il se présente... Alors, il a le soutien de Pierre Berger, il a le soutien de Cohn-Bendit, il a le soutien de Jacques Attali, il a le soutien d'Alain Minc. C'est-à-dire qu'il a... Il a pas Morandini. Voilà, oui, ça vient. Il a la faillite... Il a la faillite qui s'appuie sur l'euthanasie, qui s'appuie sur la dépravation et qui s'appuie sur la chienlit. Voilà, à peu près le nouveau Macron tel qu'on peut... Mais il vous rappelle pas quelqu'un ? En 2007, un jeune président qui a fait complètement oublier qu'il était depuis 30 ans en politique et qui promettait tout et qui avait un discours dans la communication. Non, Nicolas Sarkozy, c'est exactement le même. Sauf que Sarkozy s'est présenté avec des idées plus à droite qu'il avait siphonné au Front National, alors qu'on peut dire que quand même Macron est un mondialiste décomplexé, libéral libertaire, il assume quand même tout ça très bien. Voilà, un ancien banquier de la banque Rothschild, ministre de l'économie sous un gouvernement socialiste, ça devrait suffire à répondre à toutes les questions. Par contre, son mariage avec Bayrou me réjouit. On sait enfin avec qui il était. Oui. Donc on sait que son neveu est avec Brigitte et que lui, il est avec François. Je trouve, moi, je ne souhaite pas qu'il explose en plein vol, absolument pas. Je pense que c'est le meilleur client contre Marine Le Pen, que c'est le meilleur candidat contre Marine Le Pen. Donc je souhaite vraiment qu'il soit au second tour. Et il y a des gens de droite qui ne pourront pas voter pour lui, et il y a des gens de gauche qui ne pourront pas voter pour lui parce qu'elles préféreront voter Marine Le Pen. Voilà. Donc l'idée de Caroline Parmentier, c'est voter Le Pen. Elle nous fait déjà le 3e sujet, c'est quand même formidable. Allez. Romaric, je ne vous ai pas posé de question du tout sur Macron. Pour moi, c'est vrai qu'il a un côté, il a quelque chose de post-humain, de post-politique, de post-démocratique, de post-tout. Il n'a pas de programme, il tweet. En réalité, il tweet en permanence. C'est ce que vous disiez par rapport. Alors, il fait une déclaration par-ci qui fait un scandale, il fait une déclaration par-là qui fait un autre scandale. Il buzz, il contre-buzz, il réplique au contre-buzz. Donc, en fait, il fait des déclarations de 140 signes, ou je ne sais plus combien c'est pour Twitter. Et 140, ça se... Romaric n'a pas de téléphone intelligent. Non, si, mais j'ai pas de Twitter en tout cas. Voilà. Mais voilà, et ça lui suffit. En fait, c'est là où je dis qu'il est post-politique, parce qu'en réalité, on lui demande un programme, mais c'est comme si un programme, c'est quelque chose d'extrêmement vieux. C'est pas lui qui l'écrit. Non, mais on continue à penser qu'on serait dans un système démocratique où il s'agit d'échanger, d'être dans un débat d'idées cohérent, en échangeant des arguments rationnels. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de démocratie médiatique terminale. Et d'ailleurs, l'assassinat médiatique de Fillon, comme la bulle Macron, sont les derniers événements qu'on a vécus de ce point de vue-là. Où est-ce qu'il y a des échanges d'idées ou des débats d'idées? Il s'agit uniquement d'espèces de grands influx, de grandes vagues. Après, le truc, c'est que l'opinion et pas aussi manipulable. On est dans une époque qui est l'époque qui a le plus de moyens de manipulation et de contrôle de l'opinion que n'importe quelle époque auparavant. Mais l'opinion n'est pas reste de plus en plus rétive, en tout cas, et de moins en moins définitivement manipulable. Alors elle se prend de plus en plus à la réalité. Macron refuse le débat. Il y a du monde qui vient regarder Macron. Comment vous expliquez ça? Parce que vous me dites il est poste-ci, il est poste-là, mais enfin il y a des gens qui se reconnaissent en lui. Parce qu'il fait le buzz. Alors, il fait le buzz. Les gens, plutôt que d'aller se balader, ils vont aller voir Macron, ce qu'il a leur raconter. Mais c'est surtout parce qu'il est quand même assez détonnant. Dans une classe politique qui est quand même très installée. Il est jeune. Il a 10 ans d'avance. Oui, il est temps que je prenne la parole. Il a le modèle américain, il a 10 ans d'avance. Oui, c'est vrai qu'il est très calme. J'ai négocié âprement le fait qu'il allait conclure le débat. Ça a été compliqué. Pas la table. Non, mais j'ai entendu tellement de calembredaines venant de ci, de là. Merci. Voilà, j'attendais de pouvoir
Non, juste comme ça, et surtout chez Dornelas d'ailleurs. Voilà. Je me souviens de ce moment, Charlotte, ta tête sur mon épaule où tu m'as dit « Je l'aime bien ce Macron » après qu'il soit allé au Puy du Fou avec De Villiers. Souviens-toi de ce moment. Le droit d'ingérence humanitaire, c'est le Kouchner des années 80. C'est vraiment quand à un moment, il y a des guerres civiles avec des massacres de population. C'est une vraie question de droit international public. Ça n'est pas l'Irak, la guerre en Irak. D'ailleurs, l'ONU a déclaré la guerre en Irak illégale. C'était clair. Kofi Annan, à l'époque, avait dit l'intervention américaine en Irak est illégale. A eu lieu, est illégale. Après, c'est tout le problème du droit international public et ses limites, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, le droit d'ingérence humanitaire, ça n'est pas ce qui s'est passé avec. Non, mais droit ou devoir, c'est encore une fois. Non, mais justement, mais c'est même un débat. En droit national public, c'est même un débat sur le droit ou devoir. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail juridique. Juste un autre point, et là je réponds à Randa. C'est un intellectuel aussi. C'est un communicant, bien sûr, mais c'est aussi un intellectuel qui jouit de son intelligence. Et c'est un lecteur. Intellectuel, c'est pas le mot que j'aurais employé. Non, mais juste Randa. C'est un communicant intelligent. Ça n'est pas Estrosi. C'est un lecteur de Foucault et de Derrida. Quand il dit il n'y a pas d'art français, il n'y a pas de culture française, c'est bien évidemment un lecteur de ces mecs-là. C'est un lecteur de la déconstruction. On parlait des Lumières tout à l'heure. Finalement, Derrida ou Butler, c'est le fin fond du fin fond du fin fond de la philosophie des Lumières. On a déconstruit jusqu'à la fin. Juste un autre point. Et là, Dornelas commençait à l'évoquer. Attends, Dornelas. Elle commençait à l'évoquer subrepticement. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est qu'est-ce que Macron, au fond ? Depuis longtemps, on attend, les médias, souvenez-vous l'Express à l'époque, on attend l'homme neuf. Il n'est pas du tout. Non, mais si, bien sûr. Et c'est ça que tu comprends pas. Oui. Il est neuf d'une certaine façon. Ministre de Hollande. Ce que savent. Non, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça. C'est pas le gouvernement le sujet. C'est les partis politiques. Les Français savent intuitivement ou empiriquement que les partis politiques, c'est comme, en fait, un parti, c'est comme une maison d'arrêt, quoi. C'est un endroit où on croupit, où on pourrit, où on se corrompt, où on devient dégueulasse. Parce que et les Français le savent bien, ceux qui réussissent en politique à un haut niveau, ce ne sont pas les honnêtes hommes dévoués à l'intérêt général, ce ne sont pas les plus intelligents, les plus brillants, ce sont les plus dégueulasses, les plus intrigants, les plus assassins, les plus violents, les plus méchants. Ce sont eux qui réussissent. Et ça, les Français le savent. Et la virginité de Macron à cet égard, certes, comptable d'une partie du bilan du gouvernement, mais sa virginité vis-à-vis des partis politiques fait qu'il a pu apparaître. Qu'il a pu apparaître comme un homme relativement neuf, en tout cas vierge des partis, et ça n'est pas rien pour les Français. Ça, il est il n'a jamais été élu d'ailleurs. Le crime contre l'humanité. Mais c'est pour ça qu'il est post-politique. Colonisation, crime contre l'humanité. Juridiquement, c'est un vrai sujet. Quand on voit les statuts de la Cour pénale internationale, il y a eu des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, etc. C'est ambigu. La colonisation en tant que telle n'est pas juridiquement un crime contre l'humanité. L'apartheid l'est. Le système d'apartheid, pas sud-africain, mais la duplication. Je ne sais pas ce que tu dis, je n'entends rien. Les petits Algériens, c'était sur les mêmes bancs à l'école. Jamais il y a eu d'apartheid en Algérie. Et c'est précis. Non, je parlais pas de ça. Je faisais un peu de droit, tu sais. Et ce que je veux te dire, c'est que déjà, juridiquement, ça n'est pas si simple. La colonisation, ça a été réellement en débat. Est-ce que c'est dans le statut de la Cour? Non, c'est un vrai sujet. Juridiquement, il n'avait pas parfaitement tort. Ce que je veux juste te dire, et là, vous savez où pouvez-vous les mettre, vos routes, vos chemins de fer. C'est ça, oui. Le chemin de fer Congo-Océan, 30 000 morts. Et pour relier Pointe-Noire à Brazzaville, c'était pour que les Noirs puissent se déplacer. Non, il y a un moment. Il n'a pas dit la colonisation d'Algérie, il a dit la colonisation. Ce que je veux juste te dire, tout projet. Vous êtes Tintin au Congo, là on est Tintin en Algérie, donc tout va bien. Tout projet. Mais il a dit la colonisation. Oui, d'accord. Tout projet politico-économique qui est fondé idéologiquement sur la supériorité d'un peuple par rapport à un autre est criminel par essence. Donc la colonisation est criminelle et est un crime contre l'humanité. Voilà, moralement, c'est mais non, toutes les colonisations, on parlait des Romains. Les Romains n'ont pas colonisé dans une perspective raciste. Il n'y avait pas de problématique raciste dans la colonisation. Alors que la colonisation française est raciste. Qu'est-ce que tu connais à l'Algérie française où précisément les gens étaient extrêmement heureux? Ça n'est pas... Non mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Les pieds noirs, il n'est pas question de dire que tous les colons... Non mais on parlait d'Orwell. Orwell c'est qui ? Orwell, c'est précisément le plus anticolonialiste des plus anticolonialistes. Il est né au Bengale, il a servi en Birmanie par la suite, et il en est revenu dégoûté parce que c'était le système colonial. Et voilà, c'était le pire des anticolonialistes. Orwell, que vous, comment dire, j'allais dire masturbé, mais que vous praised aujourd'hui, le mot anglais qui me vient, que vous praised aujourd'hui, le gars c'est le plus anticolonialiste de tous, parce que la décence...
Parce que la décence, c'est l'anticolonialisme. Et le colonialisme est indécent par essence. Ça ne veut pas dire que tous les colons étaient des salauds. Ça veut juste dire que le système... Nicolas, on vous a bien entendu. Le racisme peut être bienveillant. Ce que je veux dire, c'est que le racisme peut être bienveillant. Parce que être un colon et avoir des domestiques et avoir des boys et être sympa avec ses boys, ça n'est pas être antiraciste. C'est être raciste aussi. Et pourquoi il y a 17 000 visas? Pourquoi il y a 17 000 Algériens qui demandent leur visa par an? Quel rapport? C'est qu'ils ont un bon souvenir. Quel rapport? C'est parce que les marques françaises ont pas écouté. Parce que là, ok, mais pourquoi pas sur le fond idéologique? Mais c'est exactement la différence que j'ai fait tout à l'heure en disant qu'il y avait peut-être un présupposé idéologique dont on discutera dans une autre émission à la colonisation. Il se trouve que la colonisation, c'est d'abord factuel dans notre histoire aujourd'hui et que factuellement, ça n'est pas un crime contre l'humanité. Quelles qu'aient été les intentions à la base? Attendez. On écoute les uns et les autres et on termine sur ce sujet. J'ai donné les bienfaits de la colonisation. C'est passé quoi en 45? Tout en reconnaissant. En Algérie en 45, en 62, on peut en parler aussi, je pense que ça peut faire 2 heures d'émission. Et il se trouve par ailleurs que si on dit que l'anticolonialisme est effectivement une, je sais plus quel est le mot employé, mais une aberration morale ou je ne sais quoi. Effectivement, aujourd'hui, il y a une nouvelle colonisation qui est celle qui a été évoquée ici, c'est-à-dire dans les pays notamment du Proche-Orient, mais également en Afrique, etc. Mais il y en a une autre, et qui va être illustrée, je vais essayer de le faire en 10 secondes, mais avec comment dire, l'affaire Mehdi Méclate, là. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un espèce de gamin qui dit des horreurs, qui vient de la banlieue. Mais comme il vient de la banlieue et qu'il a donné une fois une chronique sur France Inter, c'est forcément un mec génial. Donc non, on va pas y croire. C'est pas possible. Il peut pas être antisémite, il peut pas être raciste, il peut pas être sexiste, il peut pas être homophobe. C'est pas possible. Et on fait ça pendant 5 ans. Et au bout d'un moment, on se prend toute la réalité dans la gueule et on dit ah ben on savait pas. Enfin si on savait, mais en fait pas vraiment, mais on sait pas. Mais en même temps, il est arabe, il est quand même cool. Et ça, si c'est pas du racisme primaire et de l'espèce de colonisation, d'aller dire à Bobigny bah oui mais il casse, mais bon d'un autre côté qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'eux? Parce qu'en fait c'est ça le discours de gauche. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'eux? Et ben moi on termine là. Vous avez rajouté un petit mot? Moi j'ai juste une question à Nicolas Gardère rapidement. Quand un jour vous étiez votre tête sur mon épaule et vous m'avez dit que vous alliez voter pour le candidat des Verts qui va donc soutenir Hamon. On en est où là? Il va très vraisemblablement soutenir. Bon, allez, on va faire les barrages. Je comprends, mais ce sera pas facile. Non, mais je comprends. Non, mais je veux pas. Je pense que je n'irai pas voter en fait. Je ne peux pas voter pour le social traître Hamon. Et la position de Mélenchon sur la Russie me dégoûte tellement que je pense que je pourrais pas voter pour lui. Voilà. Peut-être que j'irai voter Nathalie Arthaud. Je voudrais juste. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien. Je voudrais juste vous encourager à lire Présent d'aujourd'hui, puisqu'on a une excellente interview de Bernard Lugan justement sur l'Algérie, sur les importations, les exportations, les oranges qu'ils ne vendent plus, l'huile d'olive qu'ils n'exportent plus, etc. Et sur tout ce que la colonisation leur avait apporté et sur tout ce qu'ils ont dilapidé depuis. Et ils touchent plus sa bille que vous, croyez-moi. Et le traumatisme, on s'en fout de En marche, le mouvement En Marche, et Emmanuel Macron est en béquille. On a des outils très performants, mais hélas, et on voit Macron dans un sale état, mais hélas, ces outils sont peu résistants. Et puis il y a Macron chute, j'ai buté sur la marche colonisation. Et puis enfin, Macron a été mal reçu par les pieds noirs, et il a reçu donc un coup de pied au... Oh bon, on se doute tout ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Allez, vite sur la rubrique dons du site de tvliberté.com.